Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée va parler des tempéraments et des violences conjugales. Et ça sera toujours avec Madame Tempérament, que vous connaissez très bien. Madame Agbo Ayema Afiwa, elle est une conseillère pédagogique. Après une longue absence, elle nous revient aujourd'hui pour parler tempérament et les violences conjugales. Madame Agbo Ayema Afiwa, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour, Monsieur Kondo. Le plaisir est toujours mien chaque fois que je suis sur votre plateau. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour que la population, la société soit de plus en plus informée sur les normes de la vie, les idées qu'il faut pour pouvoir être à l'aise et s'épanouir avec les autres. Merci beaucoup pour nous être venus après une longue absence. J'espère que cette fois-ci, vous êtes avec nous. Ça sera pour longtemps. C'est ça. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler des tempéraments et des violences conjugales. Oui. Quand on parle du tempérament, puisqu'on vous appelle Madame Tempérament, on fait toujours allusion à quoi, tempérament? Oui, quand nous parlons de tempérament, nous parlons des constitutions, des prédispositions au niveau des comportements avec lesquels nous naissons, qui sont des bases pour la formation de notre caractère ou de notre personnalité. Cela sous-entend que quand un bébé naît, le bébé naît avec une forme physique, un teint, etc., des caractéristiques physiques, mais aussi des constitutions, c'est-à-dire des comportements avec lesquels il va vivre. Il va commencer par vivre. Et c'est inné à cette personne et c'est ancré dans sa façon de vivre. Le tempérament, en quoi on peut avoir un lien entre les tempéraments et les violences conjugales? Merci beaucoup. Nous allons en parler tout de suite. Je vais avant cela donner la définition de la violence. Généralement, la violence est l'usage, qu'on le veuille ou pas, intentionnel ou non, de la force pour pouvoir contraindre l'autre, dominer l'autre, s'imposer à lui. Donc, il y a plusieurs types de violences. Et quand nous parlons de violence dans les foyers, il s'agit de ces confrontations qui sont vraiment rudes entre partenaires par rapport à un thème, un sujet donné. Nous ne parlons pas des discussions qui sont tout à fait normales, qui sont les lieux par excellence de pouvoir s'exprimer, dire son point de vue, se faire comprendre par l'autre. Et c'est normal quand il y a des discussions qui des fois virent vers les disputes, mais quand même qui sont légères, c'est normal parce que sans ces genres de confrontations qui sont bénis, on ne peut pas se comprendre, se connaître et vivre ensemble. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons des violences qui sont ici des actions concrètes. Par exemple, le tabac d'un conjoint, c'est-à-dire un conjoint qui bat à sang son partenaire. C'est de ces genres de violences que nous parlons. Et je vous disais qu'il y a plusieurs sortes de violences. Il y a par exemple la violence verbale. D'aucuns pensent qu'ils ne sont pas violents juste parce qu'ils ne tapent pas leur conjoint. Je voudrais qu'on sache qu'il y a la violence verbale. Quand je ne sais pas parler, quand je diminue, je rabaisse l'autre, quand psychologiquement je mets mal à l'aise mon conjoint, je peux dire que je suis une personne violente et j'exerce la violence verbale. Quand une femme dit à son mari, toi aussi tu es un homme, ça, tu es un homme, toi tu te considères parmi les hommes. C'est des mots qui sortent à la va-vite, mais qui font effet très amer à l'endroit de la personne à qui on parle. Il y a des partenaires qui disent ces genres de mots, des phrases, et après demandent pardon. L'autre pardonne, mais le fait est que les mots restent toujours quand on les fait sortir et quand ça blesse. Il faudra du temps
pour pouvoir amener cette personne à pouvoir avoir confiance en vous. Vous allez vous dire que j'ai juste dit quelque chose, mais ça a créé des dégâts dans la vie de l'autre. Il y a des hommes, par exemple, qui disent à leur femme, toi aussi, tu penses que, regarde, tu n'es même pas belle, tu ne mérites pas d'être une femme. Attention, quand on commence par dire des choses comme ça, la femme commence par intégrer cela dans sa vie et un jour, vous allez constater qu'elle ne sera plus cette femme que vous avez rencontrée parce que vos verbes, vos mots l'ont diminué. Il faut vraiment, vraiment faire attention quand nous ne sommes pas en accord avec notre conjoint et que nous sommes en discussion ou en dispute. Il ne faut pas aller aux émotions et faire sortir du n'importe quoi et après revenir demander pardon. Il y a les mots qui restent. Quand par exemple vous êtes avec votre conjoint et que vous dévalorisez peut-être sa famille, votre belle famille, et vous croyez que c'est normal parce que vous êtes en train de vous disputer. Voilà. C'est normal. Et après, vous dites, oh, on est en train de se disputer, c'était des disputes, hein, il faut oublier ça. Ça ne s'oublie pas malheureusement. Et il y a des tempéraments qui oublient, mais des tempéraments qui n'oublient pas. Donc, des genres de mots rabaissants, dégradants, il faut faire l'effort de ne pas les utiliser dans nos foyers. Et généralement, on dit dans notre jargon élevé que quand on te met au monde, fais l'effort de toi-même aussi te renaître. C'est-à-dire que, certes, peut-être tu as de ces mots que tu as entendus quand tu étais enfant ou bien dans ton environnement, mais quand on grandit, il faut savoir choisir les mots qu'il faut pour pouvoir s'adresser aux autres. Et surtout, quand on est entre adultes, chacun a sa valeur. Ce n'est pas parce que l'autre est rentré dans ma vie que cette personne va perdre autant sa valeur à mes yeux pour que je la dénigre à volonté. Et ça peut tuer. Je crois que la violence verbale, c'est un outil, c'est un fusil qui a des balles, mais qu'on ne voit pas. Et ça tue, ça rabaisse, ça amène à ne plus avoir de la motivation pour vivre avec vous qui en faites usage et petit à petit, les relations se dégradent dans le foyer. Vous dites que vous ne la tapez pas, mais vous faites l'usage de la violence verbale. Il y a la violence aussi physique qui est plus visible. C'est quand un conjoint tape son partenaire. Et ça arrive souvent. Ça a un effet psychologique et aussi un effet physique. Hein? Il y a des partenaires qui ne se sont pas retenus et qui ont tabassé à mort leur conjoint sans le vouloir. Parce qu'ils n'y ont pas mis une limite. L'émotion a été forte. On n'est pas arrivé à gérer cette émotion et malheureusement, on a fait partie son conjoint comme ça de ce monde. Et quand on le dit, ce n'est pas seulement les hommes. Les hommes, c'est vrai, la majorité, ce sont les hommes qui font usage de la violence physique. Mais notez qu'il y a des femmes aussi qui tapent leur mari, mais leur mari ne se plaignent pas parce que ils ont honte de le dire et ça arrive. Il y a des femmes physiquement violentes. Il arrive qu'il y a des types de tempéraments soient enclins à la violence. Oui. Ah bon. Il y en a. Et lorsque nous allons évoluer et que je vais entamer les tempéraments, nous allons parler des types de violence dont chaque tempérament est prédisposé ou fait usage. Vous allez être étonné et vous comprendrez que tout le monde est en train de la mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de parler, pour que nous puissions quand même voir comment gérer cette violence pour avoir un foyer épanoui. Voilà. Donc, il y a aussi la violence sexuelle. Quand monsieur revient du boulot, mange, se repose un peu, et que la nuit au lit, il tombe sur la femme, comme ça, sans demander son avis, sans des préliminaires, et la femme se sent violée parce que la femme, lors des rapports sexuels, se sent femme quand
elle se sent sollicitée. Voilà, sollicitée de façon respectable. Voilà. Donc, quand elle ne se sent pas sollicitée, elle se sent violée. Et ça, c'est une violence, comment dire, sexuelle qui n'aide pas à avoir des bons moments de rapport sexuel dans le couple. Il y a des femmes même qui quittent le foyer pour cela parce qu'elles ne supportent plus cette façon de faire. Et il y a des femmes aussi qui ont recours à la violence sexuelle lorsqu'elles refusent en permanence les rapports sexuels à leur conjoint. Parce que l'homme se sent homme, viril, lorsqu'il demande, il fait la demande des rapports sexuels, que cette demande est approuvée, et il se sent homme, il se sent accepté par son conjoint. Mais chaque fois, quand il vient et qu'on lui refuse les rapports sexuels, cet homme se sent rejeté, rabaissé, diminué. Vous ne pouvez pas imaginer psychologiquement ce que ça fait. C'est vrai, il faut qu'on s'entende pour les rapports sexuels, mais on ne va pas tout le temps, du lundi à dimanche, refuser les avances de son homme. Et ça agit sur cette personne, sur cet homme. Et cet homme n'a plus tellement envie de vous-même en journée. Vous ne l'inspirez plus, vous n'êtes plus séduisante. Et c'est une violence psychologique. Je suis en train d'aller sur les violences psychologiques, qui est aussi sexuelle. Donc, que l'homme ne fasse pas violence à sa femme au lit, que les rapports sexuels soient consentants et que chacun en jouisse. On ne parlera plus de violence sexuelle. Violence psychologique, j'ai déjà amorcé cela. Un homme qui est rejeté toutes les fois psychologiquement se sent violenté. Et une femme qui se sent toujours rabaissée, rejetée, et non consultée lorsqu'il y a des décisions à prendre, cette femme psychologiquement se sent rabaissée. Et il y a des partenaires qui rabaissent les femmes face à la belle famille, à leur famille, et la femme n'a plus tellement sa valeur. Je crois que ce sont des abus, ce sont des violences psychologiques, parce que lorsque nous sommes ensemble, ce n'est pas parce que l'autre a décidé de m'épouser qu'il n'a plus sa valeur, que vous pensez que votre soeur a plus de la valeur qu'elle, votre mère a plus de la valeur qu'elle, et qu'ensemble, vous agissez de façon à ce que cette personne ne se sent plus à l'aise. C'est une violence psychologique, c'est un exemple que je donne. Donc, voilà le décor planté par rapport au type de violence. Il y a aussi la violence économique. Quand j'ai de l'argent et que je n'arrive pas à être généreux, alors que la devise d'un couple, c'est la générosité. Quand tout le monde est gentil, quand tout le monde est généreux, et la famille est épanouie. Mais quand, par exemple, j'ai de l'argent, moi, en tant qu'homme ou femme, et que je refuse de participer aux dépenses de la maison, et que je laisse l'autre trimer, l'autre se donner corps et âme pour pouvoir gérer le foyer financièrement, alors que j'ai les moyens d'aider cette personne, je crois que c'est une violence financière. Ou quand chaque fois je vais prendre de l'argent, en prendre encore plus, supposons que ce soit, par exemple, un homme, il donne déjà l'argent de cocotte, il donne l'argent de poche, mais chaque fois, on veut toujours créer des dépenses jusqu'à ce que cette personne ne se retrouve plus. C'est une violence financière. Mais quand c'est l'homme qui est aussi, par exemple, a une femme commerçante et qui doit chaque fois prendre de l'argent, emprunte-moi, donne-moi, on emprunte, on ne rembourse pas, et on ne veut pas que l'autre puisse faire des réalisations, l'autre puisse réaliser, c'est une violence économique. Merci beaucoup. Je crois que dans cette émission, au niveau des tempéraments, nous allons choisir 4 tempéraments, oui, en guise d'exemple, où on peut voir si un type de tempérament peut être enclin à la violence. C'est ça. Vous aimeriez parler premièrement de quel tempérament? Je vais parler des colériques. Avant cela, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas informés par rapport au tempérament. J'avais donné la définition des constitutions innées. Quand tu es né avec un tempérament donné. Donc l'autre aussi est né avec un tempérament qu'il n'a pas choisi forcément. Hein? Il y a de ces comportements dont vous vous plaignez, mais la personne n'arrive pas
à les changer ou bien à les améliorer, la probabilité est forte que c'est inné, c'est contenu dans son tempérament. Oui. Donc, il y a 4 sortes de tempéraments. Il y a les colériques, les mélancoliques, les sanguins et les flegmatiques. Donc, parmi ces tempéraments, il y a 2 sortes de tempéraments qui sont extravertis. Ça veut dire que c'est des gens qui sont de nature gaie, qui arrivent à s'exprimer et à exprimer leurs sentiments facilement. Et donc, je vais commencer par les colériques. Les colériques, c'est qui? Les colériques, c'est des personnes qui aiment gérer les choses, contrôler les choses. Quand vous êtes un colérique, cela sous-entend que vous aimez faire les choses avec perfection et vous aimez gérer du début jusqu'à la fin les choses. Vous aimez contrôler les choses et ça, c'est votre nature. Comme cela, on vous appelle généralement les développeurs concepteurs. Voilà, c'est Monsieur Kondo, c'est le titre ou bien le nom que l'on donne maintenant aux colériques, les concepteurs et développeurs. Des gens qui sont innés dans la faisabilité, dans la réalisation des projets. Ces personnes, généralement, quand ils sont en couple, ils aiment tout contrôler. Que rien ne se passe sans qu'ils n'en soient informés. Et quand il faut agir, ils agissent du début jusqu'à la fin. C'est des jusqu'au boutistes. Mais le problème est que eux-mêmes, ils se voient tellement efficaces qu'ils ne donnent pas la latitude à l'autre partenaire de pouvoir aussi s'investir, s'ingérer dans la gestion du foyer. Et l'autre se sent rabaissé, l'autre se sent effacé dans le foyer. Et ça crée des tensions. Donc, ceux qui ne sont pas de son tempérament le voient comme des personnes qui aiment s'imposer, qui aiment forcer les choses. Donc, monsieur ou madame le colérique, quand il est en face de d'autres tempéraments, il se dit que c'est des personnes qui n'aiment pas le changement que lui il a souvent l'habitude d'apporter et il les voit comme des personnes qui sont contre lui généralement. C'est-à-dire ils ont des conjoints, mais quelques années après, ils pensent que c'est, ou bien quelques jours même après, ils pensent que c'est un conjoint qui veut lui barrer, qui ne veut pas son évolution, qui ne veut pas mettre en œuvre ses idées. Et ça crée vraiment des polémiques, des tensions terribles. Mais le fait est que les colériques sont souvent dans l'action, comme je l'ai dit. Ils agissent, ils aiment agir. Donc quand un colérique est fâché, lorsqu'il parle une fois, 2 fois, quand on ne le comprend pas, il rentre dans l'action. Imaginez ce qui peut arriver. Il peut taper, il peut bousculer. Et c'est leur façon de s'exprimer. Ça veut dire que la majorité des colériques peut être auteur des violences physiques. Voilà. Ils sont prédisposés à la violence physique. Donc, quand je connais mon tempérament, je sais que je suis colérique, il faut que je fasse attention parce que je peux être portée à taper, pas parce que l'autre est autant mauvaise, mais ça vient aussi de mon tempérament que je n'arrive pas à gérer. Je n'arrive pas à gérer mes émotions, alors qu'en tant qu'adulte, je suis convié à gérer mes émotions. C'est les enfants de 0 à 4 ans, 5 ans, qui par exemple pleurent, qui font sortir, dégager leurs émotions n'importe comment quand ils ne sont pas à l'aise. Mais quand moi je suis grand, je dois être capable de gérer mes émotions. Et c'est ça l'une des causes de la violence, c'est-à-dire des personnes qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à gérer leurs émotions. Si je n'arrive pas à le faire, je vais avoir tous les problèmes du monde. Je vais peut-être croire que c'est l'autre qui est à mes côtés, qui m'amène à la violence physique, alors que moi-même en moi, je suis contrainte, de par mon tempérament, à aller jusqu'à l'action. C'est ce qui me fait tabasser l'autre. Et c'est une faiblesse, en fait. Parce qu'un adulte doit être capable de gérer ses émotions. Un adulte doit être capable de gérer son tempérament, capable de faire des concessions, de communiquer avec l'autre.
Si j'arrive à taper l'autre, c'est parce que je pense que l'autre ne me comprend pas. Et l'autre ne me comprend pas peut-être parce que je ne sais pas communiquer. Donc, si je peux faire moi-même violence et m'amener à savoir communiquer, il y a beaucoup de personnes ou bien beaucoup de moyens maintenant pour apprendre à communiquer. Il y a des séminaires qui se font. Il y a par exemple des vidéos sur les réseaux sociaux. Quand vous tapez comment savoir communiquer avec son conjoint, vous pouvez déjà avoir ça. Ça peut vous amener à vous contenir. Sinon, vous allez être toujours ridicule devant les gens. Chaque fois quand vous tabassez, quand vous allez au tabac, et les gens vont penser que vous n'êtes pas une bonne personne, vous êtes méchant, alors que vous n'êtes pas forcément méchant. C'est que vous ne savez pas comment vous faire comprendre par l'autre. On insiste là-dessus parce que la violence physique, elle n'est vraiment pas acceptée par quiconque. Même sur le plan juridique, les lois condamnent la violence et ceux qui vont à la violence physique peuvent faire la prison juste à cause de ça. Et moi, je pense que ceux qui le font, la majorité de ceux qui vont au tabac, à la main, qui tapent leurs femmes ou leurs hommes, ne le font pas sciemment. Donc, c'est qu'ils ont besoin, ils ont des manquements, et ils ont besoin d'apprendre comment gérer la communication, comment communiquer, se faire comprendre sans aller à l'action, comment gérer ses émotions sans faire du mal à l'autre. La preuve, c'est des personnes, quand ils finissent de taper, après, ils viennent demander pardon. Et les gens pensent qu'ils sont des fausses personnes, des faux types. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont. Mais il y a d'autres vraiment qui vont parce qu'ils ont du mal à se contenir. Ils ont l'incontinence en matière de gestion d'émotions. Oui, quand on parle de tempérament colérique, on fait souvent allusion aux hommes seulement, ou bien il peut y avoir aussi des femmes qui sont de tempérament colérique. Oh, il y a plein de femmes qui sont colériques. Ces femmes-là, quand vous les voyez, qui tapent leurs enfants comme s'ils tapaient des moutons, généralement, c'est des femmes qui sont colériques, de nature colérique. Et c'est des choses qu'on ne choisit pas. En fait, je ne suis pas en train d'excuser la violence, mais je voudrais qu'on comprenne que des fois, c'est lié au tempérament. Et le tempérament, personne ne le choisit. Nous naissons avec. Donc, si on peut comprendre cela, on peut commencer par essayer d'amener ces gens-là à la raison en leur disant « Fais un effort. Tu ne vas pas rester dans ton tempérament de base. Ce n'est pas parce que tu es colérique que tu vas taper tout le monde, tu vas t'en prendre à tout le monde, tu vas faire des crises n'importe comment, tu vas te honnir devant les gens. » Donc, quand ces gens-là comprennent que si c'est un tempérament, je dois faire l'effort, donc ils doivent chercher comment arriver à se contenir. Et je voudrais que les partenaires des colériques aussi, que ce soit hommes ou femmes, arrivent à comprendre que quand les conjoints colériques sont à leur temps de crise, c'est-à-dire que vous sentez que cette personne veut aller à l'action, ce n'est pas la peine de rester jusqu'à ce que cette personne aille à l'action, d'autant plus qu'ils sont des jusqu'au-boutistes nés. Je peux me retirer. Et si moi je suis colérique aussi, que je sois homme ou femme, je dois savoir que quand il m'arrive de vouloir aller à l'action, la meilleure façon de l'éviter, c'est de me retirer et revenir sur la question ou le thème lorsque je me sentirai apaisé. Ce n'est pas dans la bagarre qu'on va amener l'autre à vous comprendre. Quand vous allez dans la bagarre, vous compliquez plutôt les choses et cette personne ne vous comprendra jamais. Alors que vous pensez qu'en allant vers la violence physique, cette personne vous comprendra mieux. Un adulte est un adulte. Vous ne pouvez pas rentrer dans ce processus d'échanger, d'éduquer un adulte. L'adulte est déjà éduqué avant de venir vers vous. Mais si vous avez des principes et des valeurs à communiquer, essayez de le faire de façon calme, de façon posée, en bon adulte, sans émotion, et l'autre vous comprendra mieux que lorsque vous allez vers la violence physique qui a des effets négatifs, qui dénature les relations. Parce que quand une femme est tapée une fois ou deux fois, elle n'a plus confiance. Quand un homme
Hein, c'est ça, violenter physiquement. Une fois, deux fois, cet homme n'a plus confiance, il développe la peur et ne donnera plus le meilleur de lui-même. Est-ce que parmi les caractéristiques pour Oui. connaître une femme colérique, on peut compter avec celle-là qui parle beaucoup dans la maison, qui crie sur tout le monde? C'est vrai, la femme colérique parle un peu, mais pas beaucoup. Elle parle un peu, elle crie. Mais il y a les sanguins aussi qui le sont. Voilà. La différence entre le sanguin et le colérique en matière de violence, c'est que le sanguin ne va pas forcément à l'action. C'est-à-dire, vous avez ce partenaire-là, lors des disputes, qui parle sans limite. Ça, c'est leur caractéristique. C'est des gens, des personnes qui sont joyeuses, qui sont aimables, qui sont très serviables, gentils. Hein? Mais c'est des gens qui parlent beaucoup, toujours en excès de parole. Voilà, toujours en excès de parole. Sans toutefois vous arrêter d'aborder le tempérament sanguin, Oui. je voudrais qu'on termine avec le tempérament colérique. Colérique. Et si deux personnes colériques se retrouvent ensemble, c'est-à-dire que la femme est colérique, l'homme est colérique, comment ça se manifeste? C'est tellement compliqué puisque les deux sont portés à l'action. Donc vous allez comprendre que comme ils ont cette difficulté de pouvoir se faire comprendre, les deux vont toujours aller à l'action. Donc ils vont se taper à mort, si on peut le dire. Et c'est des personnes qui se blessent, hein, qui font, en matière de violence physique, ils vont très fort. Généralement, ils ne font pas long feu. Ils ne font pas long feu parce qu'ils se font tellement tabasser tous les jours que souvent ils décident de se séparer à moins qu'ils n'en soient conscients et qu'ils ne cherchent des solutions pour cela. Quand par exemple ils savent qu'ils sont en train de vouloir se taper, ils peuvent se retirer, sortir, etc. et revenir quand il y a la calmie. Mais généralement, ça va fort quand c'est deux tempéraments, colériques, parce que chacun soupçonne l'autre de vouloir s'imposer. Et c'est ce que les deux font au fait. Bon, voilà. Et pour éviter tous ces problèmes, comment détecter très tôt que mon ou bien ma partenaire est colérique pour éviter d'aller dedans? Oui, c'est quand, par exemple, vous constatez qu'il veut toujours imposer son idée. Et quand vous voulez faire une concession, il n'est pas disposé à faire une concession, à écouter à prendre en compte vos idées. Et quand vous sentez qu'il fait souvent des crises, parce que c'est ça qui les caractérise, c'est les crises qu'ils font, les crises de colère. Oui, quand vous parlez de crise, là, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des gens qui crient fort, qui sont toujours en mode, je ne sais pas, ordre, qui veulent qu'on les comprenne, et quand on ne les comprend pas, ils tendent à rabaisser l'autre. Ils commencent d'abord par la violence verbale, ils crient, et après ça va vers la violence physique. Quand vous constatez que c'est une personne, lorsque vous êtes en dispute, qui n'arrive pas à se contenir et qui a fait des crises de colère, donc vous pouvez penser qu'il est colérique de tempérament. C'est un bon tempérament. C'est parce que souvent, eux, ils sont en excès d'expression de leur colère, qu'on pense que c'est des mauvaises personnes. À part ça, c'est des personnes qui sont des grands réalisateurs, des grands concepteurs, de grands jusqu'au-boutistes. C'est des personnes très responsables. Leur problème, c'est qu'ils veulent tout contrôler. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on peut aller sur le tempérament sanguin? Parlant du tempérament sanguin, il y a des personnes qui sont très expressifs, qui arrivent à exprimer leurs émotions, leurs énergies, tout ce qu'ils ont. Ils parlent beaucoup, parlent bien aussi, très éloquents, très gentils. Mais le problème, quand ils sont en foyer, c'est qu'ils ont un côté gênant qui consiste à ne pas voir les détails des choses. C'est-à-dire, ils voient les choses globalement. C'est difficile pour eux de pouvoir gérer les choses par les détails. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes
dans un projet qui consiste à construire votre maison, le colérique, lui, il va vouloir tout contrôler. Je vais prendre cet exemple-là, évoluer avec. Le colérique qui va vouloir tout faire tout seul. Il ne veut même pas que vous choisissiez les couleurs, etc. Ça, c'est le colérique. Et c'est ça qui va gêner. Mais quand c'est le sanguin, lui, il ne va pas vouloir qu'on aille au détail, c'est-à-dire qu'on fasse un planning, qu'on sache le budget, comment on va l'utiliser. Il va vouloir juste aller comme ça, de façon normale. Par exemple, il va vouloir, quand on va commencer par faire la fondation, lui, il peut aller apporter des tôles. Parce qu'il a vu, on fait une promotion de tôles. Lui, il ne se dit pas, il faudrait commencer par la fondation et arriver quand même à monter les briques avant d'aller acheter les tôles. Donc, il n'est pas dans les détails et il voit tout simplement, il dépense à volonté. Quand il a de l'argent, il ne sait pas comment répartir cet argent et ça crée énormément de problèmes avec l'autre s'il n'est pas du même tempérament que lui. On pense qu'il est vulgaire, on pense qu'il n'est pas prudent. Lui aussi, son problème, c'est qu'il pense que les autres sont trop prudents, les autres ne jouissent pas de la vie et c'est ça qui le gêne. Mais j'ai acheté, moi, les tôles parce qu'on fait une promotion. Qu'est-ce qui te gêne en ça? Donc, voilà, c'est difficile pour lui de comprendre qu'il faut vraiment programmer les choses, avoir un ordre dans les choses. Ce manque d'ordre gêne les autres tempéraments. Mais quand les disputes arrivent, lui, il fait usage à la violence verbale. Comme Dieu lui a donné ce don de parler, et des gens, quand ils vous insultent, vous pouvez creuser un trou et puis rentrer dedans. Vous n'allez pas vous reconnaître. Et des gens qui savent entretenir, je ne sais pas, les disputes. Et cette personne, quand vous êtes avec elle, quand elle commence ou vous commencez les disputes, ne vous attendez pas à ce qu'elle arrête. Vous allez croire qu'elle est peut-être impolie, qu'elle n'est pas éduquée. Non, c'est sa nature qui fait qu'elle parle ainsi. Donc, quand je sais que je suis une femme sanguine ou un homme sanguin, je dois gérer, modérer ma façon de parler. Ce n'est pas tout que je vais dire. Insulter l'homme, insulter tout ce qu'il a comme défaut, comme faiblesse, que ce soit physique ou social. Aller dans la famille et la belle famille, descendre tout le monde. Vous croyez peut-être que vous êtes en train de faire de bonnes choses parce que vous êtes fâché. Non, c'est votre tempérament qui vous amène à ça et vous devez vous rééduquer par rapport à votre volonté verbale. Si vous ne le faites pas, vous serez un problème pour la personne. Et vous allez peut-être vous dire que moi, je ne la tape pas, moi, je ne le tape pas. Mais malheureusement, vous le descendez, vous faites de telle sorte que cette personne psychologiquement devient déséquilibrée et même au service ne pourra pas bien travailler parce que vous lui aurez dit des choses qu'il n'a pas aimées et cette personne peut avoir des problèmes jusqu'à aller au chômage. Donc, vous voyez, vous n'avez pas tapé, mais vous avez utilisé votre arme qui est parler, beaucoup parler et des fois, ça renie le sanguin parce que quand même, quand c'est vous qui parlez toujours, c'est vous qui vous querellez. Quand il y a des querelles quelque part et que c'est toujours vous. Quand dehors, on vous entend, les voisins vous entendent, quand même, ce n'est pas une bonne chose que vous faites à vous et à votre foyer. Au contraire, vous êtes en train de dégrader le foyer. Et ces gens-là le font même envers leurs enfants. Insultent leurs enfants n'importe comment, renient les enfants n'importe comment. Et c'est des personnes avec qui on ne peut pas tout dire malheureusement. C'est-à-dire quand vous êtes comme ça et que vous ne travaillez pas sur votre façon de prendre les choses à la légère, de prendre les choses toujours globalement, de ne pas s'arrêter et analyser les problèmes que vous avez dans votre foyer pour trouver des solutions idoines. Petit à petit, votre conjoint n'aura plus confiance en vous. Vous allez voir qu'il fera des choses sans vous le dire et vous allez penser qu'il est malhonnête, mais c'est vous qui avez créé l'ambiance là. Si vous êtes en face d'un colérique, dites-vous que vous ferez tabasser tous les jours. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour le colérique aussi. Oui. En parlant du colérique, comme du sanguin,
vous dites à chacun des responsables de ce tempérament de travailler sur ça. Comment travailler sur ça? D'abord, reconnaître que je suis colérique et que je suis porté souvent à la violence physique. Et que je ne suis pas porté à la violence physique parce que l'autre forcément n'est pas bon, mais c'est ma nature. Donc quand c'est ma nature, je ne vais plus trop accuser l'autre, je ne vais plus trop condamner l'autre, je ne vais plus me donner à cet acte en disant que c'est l'autre qui m'a contraint à le faire. Quelle que soit la personne faible que vous avez à votre côté, vous avez le devoir de vous dominer, d'agir en adulte, de pouvoir réagir en adulte. Donc, quand je reconnais que je suis colérique, que je fais des crises de colère, là, je vais savoir que je dois chaque fois m'observer pour ne pas aller vers l'action. Et vous savez, les tempéraments font partie du psychisme, c'est-à-dire de la nature spirituelle de l'homme. Et quand vous le savez, vous essayez de tout faire pour dominer votre mental. Et le meilleur moyen, c'est d'aller vers votre Créateur. Certainement que vous avez une religion, demandez de l'aide à Dieu, parce que c'est lui qui gère généralement le mental et le spirituel. Déjà, le fait que vous vous agenouillez pour demander à Dieu de vous aider, cela prouve que vous êtes conscient que vous avez un problème. Au fait, les gens qui sont des colériques, qui se retrouvent peut-être en prison à cause de la violence physique, c'est des gens qui n'ont jamais accepté qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont des manquements ou bien qu'ils ont ce tempérament-là. Et ils pensent que c'est les autres qui sont mauvais et ça les conduit à là où ça doit aller, à la prison ou même à la mort. Donc, vraiment, reconnaître que j'ai ce tempérament, prier, se surveiller, veiller sur soi, ne pas aller jusqu'au bout de mes actions. Et le sanguin, lui, en quoi son tempérament peut porter à la violence dans un foyer? Oui, sa façon de parler, la violence verbale. Le tempérament et le sanguin parle beaucoup. Et c'est vraiment une de ses faiblesses qu'il a du mal à gérer. Et quand le sanguin est en palabre, ses émotions s'augmentent et vous allez le voir faire des crises de mots, quoi. Enfin, des mots sales, c'est-à-dire il va faire sortir tout. Il va déballer n'importe quoi, juste parce qu'il veut gagner cette bataille, mais partant du verbe, de la parole. Donc, c'est leur façon de parler. C'est vrai, il y a des sanguins aussi qui vont jusqu'à la violence physique, mais généralement, c'est rare. Et quand, par exemple, un sanguin va jusqu'à la violence physique, c'est peut-être parce qu'il a vu son père le faire, ou bien dans sa société, c'est des choses qui se font ou communément. On pense sur le plan culturel que quand une femme, par exemple, n'est pas soumise, qu'on la tape pour qu'elle devienne soumise, etc. Donc, ce sont des concepts qu'il a acquis. Mais, naturellement, son degré d'amour, d'affection et de romantisme ne l'amène pas là-bas, mais il détruit généralement son foyer par la violence verbale. Après les colériques et les sanguins, abordons les phlegmatiques. Les phlegmatiques, ce sont nos partenaires qui sont calmes, qui ne parlent pas, qui ne réagissent pas souvent, ils sont gentils, ils ne sont pas exigeants. Voilà leur nature. Mais le problème, ce qui gêne dans les foyers, c'est leur difficulté à prendre des décisions. C'est des gens qui ne prennent pas des décisions. Vous ne pouvez pas leur poser des questions et avoir en même temps une réponse. Et vous ne pouvez pas les amener dans les actions, dans les activités. Ils pouvaient être neutres ou en retrait. Donc, ça lasse vraiment le partenaire et il se sent seul. Il sent que c'est lui seul qui se bat, qui se démerde et l'autre est là, est en train de le voir en spectateur et ça crée des soucis. Au fait, lui, il pense que la vie est simple et qu'on n'a pas besoin de se débattre comme certains le font. Donc, il ne juge pas utile d'agir, de faire des activités
et les autres le voient comme de mauvaise foi parce qu'on a un partenaire qui est là, qui ne peut pas donner des idées, qui ne veut pas participer aux actions et vous êtes là seul à agir, à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que le foyer marche. Et ça qui amène des difficultés. Lui, le flegmatique, il n'est pas dans la violence, c'est un homme de paix. Naturellement, il est paisible. Lui, il ne va pas rentrer dans les querelles. Quand vous apportez des querelles ou bien des disputes, il sera là à vous regarder. Donc, il n'est pas enclin à la violence verbale non plus. Mais lui, ce qu'il fait est qu'il est, sans le vouloir ou bien sans le savoir, dans la violence psychologique. Imaginez que vous êtes avec un homme et la personne semble ne pas être intéressée par tout ce qui se fait autour de lui. Vous aurez bien voulu qu'il prenne des décisions, qu'il dise quand on achète une voiture, qu'il dise qu'on fasse un prêt, qu'il s'investisse au fait dans la relation. Vous ne le voyez pas le faire. Comme il n'aime pas prendre des décisions sur le champ, c'est une personne qui ne va pas vouloir investir aussi financièrement quand le besoin est là sur le champ. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, vous aurez bien voulu qu'il résolve ce problème ou bien qu'elle résolve ce problème, mais elle va prendre du temps et vous allez penser peut-être que c'est un avare, c'est quelqu'un qui ne veut pas donner de l'argent, mais ce n'est pas forcément le cas pour ceux qui sont avec ces genres de personnes. C'est des personnes qui prennent du temps avant de prendre des décisions. Donc, quand vous voulez, par exemple, qu'il participe dans un projet, dites-le lui, peut-être que le projet serait pour le lundi prochain, dites-le lui déjà aujourd'hui ou bien la semaine précédente, vous le lui dites pour qu'il se prépare et qu'il fasse l'action. Pour eux, l'action n'est pas spontanée. Donc, vous voyez que quand on est avec ces genres de personnes, on est en face de la violence psychologique. Psychologiquement, cette personne vous fait croire qu'il n'est pas intéressé par ce qui se fait dans le foyer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Psychologiquement, vous ne vous sentez pas attiré ou bien séduit par cette personne. Des fois, vous allez croire que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. C'est pourquoi il est indifférent, insensible. Et vous pouvez comme ça déprimer, parce que lorsque vous allez vouloir résoudre ce problème par des disputes, vous allez voir qu'il ne va pas réagir. Vous pouvez aller jusqu'à la violence physique, vouloir le taper. Il y a des hommes qui le font. La personne ne va pas réagir et finalement, c'est vous qui allez perdre la tête et vous demandez où est-ce que je suis, pourquoi elle me fait ça, si elle ne veut pas de moi, pourquoi elle est avec moi, s'il ne veut pas de moi, pourquoi il me garde. Non, c'est parce que leur tempérament qui les amène à cela. Donc, quand je suis dans ce cas, je dois comprendre que j'exerce la violence psychologique. Vous allez voir certaines femmes déprimées à fond parce qu'ils se disent que leur mari ne s'intéresse pas à elles. Il est là, il ne dit rien, il ne fait rien. Quand je lui pose des questions, il ne répond pas, etc., etc. Et finalement, la femme déprime et ne se retrouve pas. Donc, vous allez vous dire, peut-être vous, partenaire flegmatique, que vous êtes sans problème, comme j'ai l'habitude de vous appeler peace and love. Que vous ne cherchez pas de problème, vous ne vous imposez pas, vous ne forcez pas l'autre partenaire à faire ci et ça, mais dites-vous que vous lui imposez une violence psychologique à gérer et ça peut dégrader pratiquement le foyer. Imaginez que je sois une femme qui est un partenaire flegmatique et que le partenaire, je sois la seule personne à prendre des décisions. S'il faut inscrire l'enfant à l'école, s'il faut changer par exemple de moyen de déplacement, s'il faut acheter ça, si c'est moi seul qui le fais, l'autre ne le fait pas. En tout temps, je vais me dire que la personne ne m'aime pas et je vais commencer par sombrer dans la dépression, tout comme quelqu'un qui est victime de violence physique ou de violence verbale. Une violence est une violence, ça a toujours des impacts négatifs, des effets négatifs sur la victime. Et je crois que nous devons dans nos foyers
voir dans quelle mesure j'exerce une violence donnée et arriver à trouver des solutions idoines pour amener l'autre à pouvoir s'épanouir à mes côtés. Oui, et si il arrivait que deux flegmatiques se retrouvent, comment ça peut se passer par rapport à ces affaires de violence conjugale? Quand ils sont là, psychologiquement, les deux vont se malmener. Nous sommes là, nous n'investissons pas dans la relation, nous ne faisons pas des actions pour que les choses changent. D'abord, nous n'aimons pas les changements. Donc, nous serons toujours là à ne rien faire et à nous accuser en se disant que c'est l'autre qui ne fait pas et l'autre aussi dit que c'est... en s'accusant mutuellement. Donc, je crois que quand on est deux flegmatiques ensemble, on doit tout faire pour pouvoir prendre des décisions, participer aux activités, investir dans la relation. Et je crois que c'est ce dont le flegmatique a besoin vraiment pour éviter cette violence psychologique, parce que généralement, ils ne comprennent pas pourquoi les autres sombrent dans la dépression alors qu'ils ne font rien, ils ne les insultent pas, ils ne les tapent pas. Non. Votre nonchalance crée vraiment des problèmes dans le foyer. Essayez d'investir, essayez d'agir. Quand par exemple vous prenez une décision, vous voulez par exemple construire une maison, investissez là-dedans. Ne laissez pas l'autre aller lui seul au chantier, prendre des décisions, acheter celui-ci et acheter ça. Et vous êtes là où vous dites que l'essentiel c'est que la maison soit construite. Vos idées, vos contributions, votre participation amènera l'autre à comprendre que c'est un projet commun et c'est dans le cadre de l'épanouissement de votre petite famille. Et ça ne fera que du bien à votre relation. Pour terminer, est-ce qu'on peut parler des mélancoliques? Oui. Les mélancoliques aussi sont calmes de nature, comme les flegmatiques. Mais le problème chez les mélancoliques, c'est qu'ils sont toujours dans les détails. Et ça tue la relation. Je vais toujours prendre l'exemple de la construction de maison. Quand, par exemple, un couple veut construire une maison et que l'un des partenaires est mélancolique, vous allez constater que le partenaire va vouloir d'abord qu'on fasse le budget, c'est bon, c'est une bonne idée. Mais après qu'on dise où est-ce qu'on va aller acheter le ciment. Elle va aller voir si c'est vraiment le ciment qu'elle veut. Si c'est par exemple le matériel de décoration, il faut qu'elle aille elle-même par exemple choisir les carreaux. Elle ne va pas accepter que l'autre aille acheter le carreau sans elle, etc. Oui, c'est bon, c'est des bonnes choses. C'est des personnes qui aiment faire les choses en bien et les choses dans l'ordre et la perfection. Malheureusement, c'est les détails qui tuent la relation. Les détails, toujours dans les détails. Ne dépose pas ça ici. Ça, on le met ici. On ne met pas l'eau dans ça. On ne met pas l'assiette là ici. Il faut mettre ton habit là. Toujours en mode exigence. Et ça crée des soucis au début. On apprécie parce que ça permet d'ordonner la maison. Mais entre-temps, ça fatigue quand l'autre ne sait pas de voir dans quelles conditions psychologiques son partenaire est avant d'imposer ses exigences. Comme tout ce qu'elle demande est bien, normal, est acceptable, elle pense qu'elle ne fait pas du mal. Non, vous êtes en train de détruire votre partenaire, de lui faire croire que lui, il n'est pas compétent, il n'a pas de capacité pour pouvoir entretenir votre relation. Et vous voulez forcément que l'on fasse les choses comme vous le voulez. Vous n'aimez pas trop le changement. Et quand vous avez un conjoint qui aime le changement, ça crée de vraies tensions. Les autres pensent que vous êtes trop exigeant, mais vous pensez que vous faites les choses bien. Il faut que vous ayez le juste milieu. J'aime bien faire les choses, mais l'autre aussi a sa façon de faire les choses. Et c'est un adulte, ce n'est pas un enfant que je suis en train d'éduquer. Les mélancoliques, généralement, ne parlent pas. Donc, ce n'est pas des gens qui vont aller vers les disputes, les bagarres, mais c'est des gens aussi qui vont vers l'action. C'est des partenaires qui sont là, qui ne parlent pas, mais à moindre difficulté, vous allez avoir un coup sur la tête ou au dos.
parce que c'est sa façon de parler, de s'exprimer. C'est-à-dire, cette personne voulait parler, ne pouvant pas parler, et vous aurez le coup comme ça fatalement. Et ce n'est pas bien si vous êtes mélancolique et vous allez vers cette dérive, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous contenir sur le plan émotionnel. Quand on est fâché, la première des choses à faire, c'est de s'asseoir et de discuter. C'est d'écouter aussi l'autre, se justifier ou donner ses arguments pour voir si vous ne pouvez pas tirer quelque chose de ce que vous avez apporté. Vous n'allez pas être carré quand vous êtes dans un couple. Quand vous êtes seul, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes dans un couple, vous êtes obligé. Vous n'avez pas de choix d'écouter l'autre, de prendre en compte son avis et de mettre l'eau dans votre vin. Des fois, quand vous prenez le temps d'écouter l'autre, vous allez voir qu'il a de bonnes idées et que vous pouvez mettre votre idée en jachère, l'écouter, prendre en compte son idée et voir comment améliorer votre idée. Et les changements ne sont pas faits pour vous faire du mal. Quand, par exemple, vous avez l'habitude de faire quelque chose comme cela et que votre partenaire vient modifier la façon dont vous faites la chose, ce n'est pas contre vous qui le fait. Généralement, les mélancoliques sont tellement suspicieux que quand l'autre apporte son idée ou veut faire quelque chose autrement ou veut faire quelque chose qui lui plaît, il pense que c'est parce qu'on lui veut du mal. Non, c'est parce que l'autre aussi a sa nature, son identité et a le droit de faire les choses comme il veut. Donc, c'est ça. Quand on a notre tempérament de base et qu'on ne travaille pas pour améliorer quelques défauts, on est enclin à adopter la violence pour se faire comprendre. Or, la violence n'a jamais arrangé les choses. Si vous pratiquez la violence, vous contraignez quelqu'un, vous vous imposez à cette personne, la personne ne réagit pas, ça veut dire que la personne subit la violence. Monsieur, donc, il y a les tempéraments comme les flegmatiques et les sanguins qui généralement arrivent à subir la violence physique. C'est-à-dire que quand vous avez un partenaire comme ça, que vous voulez taper ou pas, cette personne va rester. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est à l'aise ou bien elle vous aime. C'est que son tempérament ne l'aide pas à comprendre qu'elle doit se défendre. C'est un tempérament qui ne se défend pas généralement. Parce que la personne ne se défend pas, vous croyez que vous faites bien? Non, vous ne faites pas bien. Parce qu'à long terme, vous aurez les effets de ce que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de femmes qui sont malades de cancer, de sein, etc., juste parce qu'ils n'ont pas supporté une violence à long terme. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait l'AVC, qui font l'AVC parce qu'ils subissent la violence de leur conjoint, que ce soit physique, que ce soit verbal, que ce soit psychologique, que ce soit sexuel. Il y a cet effet-là qui a agi. Donc, essayons nous aussi de travailler sur la violence que nous exerçons sur l'autre pour qu'à long terme, nous ne finissons pas ensemble malades. C'est ce qui arrive quand on accumule la violence, on subit la violence, ça conduit à des maladies comme l'hypertension, ça accentue les effets du diabète, ça amène à l'AVC, ça amène au cancer. Donc, faisons attention, nous ne sommes pas dans le couple pour nous détruire, mais nous sommes dans le couple pour vivre longuement et pouvoir jouir de nos foyers et donner de bons exemples à nos enfants. Beaucoup de personnes font usage de la violence physique parce qu'ils ont vu faire. Cela sous-entend que si moi aussi je le fais, ça veut dire que c'est un héritage que je suis en train de léguer à mon enfant. Mon enfant aussi sera victime de la violence, pas victime, mais sujet de la violence physique. Et vous savez que ceux qui pratiquent la violence physique ne sont pas généralement fiers d'eux-mêmes. Hein. C'est pourquoi après chaque violence, ils viennent demander pardon, ils ne sont pas fiers. Ils auraient bien voulu ne pas être un pervers narcissique. Donc, pour ne pas arriver à
au statut de pervers narcissique, je crois qu'il faut reconnaître qu'on a vraiment à nous cet instinct de violence physique et il faut arriver à s'en débarrasser le plus tôt possible parce que qui mange, mangera toujours. Le mieux, c'est de ne même pas commencer parce que vous commencez par taper votre conjoint, vous serez toujours en train de vouloir le faire et ça dénature, ça dénigre ta personne et ça dénigre ton conjoint. Et ça laisse un héritage à tes enfants qui vont perpétuer le même acte s'ils ne cherchent pas des solutions à cela. Voilà. Imaginez que deux mélancoliques se retrouvent dans un foyer. Femme mélancolique, homme mélancolique. Ah, ils vont bien s'insulter, bien, parce que, vous savez, le mélancolique, c'est vrai, il est calme, mais à cause de son exigence, il est toujours en mode réclamation de droits. Tu dois me faire ça, tu dois faire ça, c'est toi l'homme, c'est toi qui dois payer le loyer forcément, c'est toi la femme, c'est toi qui dois t'occuper forcément du foyer. Alors que vous comprenez que nous sommes dans une ère où on n'est plus trop exigeant, les choses ont changé. J'ai toujours l'habitude de donner l'exemple de nos parents, de nos grands-parents, où l'homme avait son champ. Automatiquement, il est né avec, quand il naît, on lui donne un champ, et il n'a pas besoin d'aller chercher du travail. Et forcément, quand il travaille au champ, il ramène de la nourriture, et la femme est à l'aise dans son rôle de femme de foyer, où elle s'occupe des enfants, elle n'a pas besoin de travailler. Mais nous ne sommes plus dans cette société, cette sorte de société. Maintenant, tout le monde travaille. Le travail n'est pas, je ne sais pas, automatique. Des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Donc, ça change les donnes dans les foyers. Parce que nous sommes deux mélancoliques. Nous allons toujours vouloir que les choses soient comme cela se doit. L'homme, toi, tu dois aller chercher de l'argent. Même quand la femme a de l'argent, elle va garder ça parce que c'est le devoir de l'homme de payer le loyer. Même s'il n'a pas de boulot, il n'a qu'à aller chercher. Et la femme aussi, l'homme aussi, elle a dit que c'est le devoir de la femme. Et cette femme sera là en train de se battre entre le service et les responsabilités domestiques, etc. C'est deux personnes qui seront tellement exigeantes qu'ils vont s'empoisonner mutuellement. Quel conseil vous avez à donner à tous les couples, indépendamment de leur tempérament? Beaucoup de gens se plaignent dans leur foyer parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas compatibles. C'est juste une question de tempérament. Vous n'êtes pas compatibles, c'est normal parce que vous n'avez pas les mêmes tempéraments. Donc, que vous ne soyez pas compatibles n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir ce que l'autre aime, l'autre veut ou l'autre aime faire, c'est-à-dire, de par son tempérament, veut faire ou veut qu'on le fasse, que je le sache et que j'essaye de mon mieux de pouvoir le comprendre et le supporter. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idées, qui est portée sur les tempéraments et les violences conjugales. Merci pour votre fidélité à cette émission Idées. Cette émission Idées qui passe chaque semaine, les samedis de 17h à 18h, les dimanches de 12h à 13h et les mercredis de 9h15 à 10h15. Merci à notre réalisateur Akapo, merci aux caméramans, merci aux preneurs du son, merci aux synthétiseurs, merci enfin à nos monteurs et monteuses pour le travail que vous abattez. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Et d'ici là, bye bye. Bye bye.